toute la musique de... Donc, j'ai fait Vous gagnez des marchés sur l'Afrique, en fait. Hein. Oui, oui, sur l'Afrique. Vous montez une usine pour fabriquer des machines. Oui, parce que les machines, à la base, c'était quoi? Lorsque j'avais fait les stages en Afrique, à l'ONCPB, à Bafoussam, à l'UCAO, j'avais accompagné les opérateurs économiques. On était dans des plantations à Fumban, tout ça. J'avais compris qu'il y avait un problème de conservation et de processing. Donc, processing, la transformation. C'est le problème. Mais il y avait un handicap. C'est que les machines que les Occidentaux vendaient, c'était trop cher. Puisque comme j'avais d'abord été agent, une installation coûtait, on était dans les 400 000 euros. Et c'était les gouvernants ou des projets financés par la Banque mondiale qui pouvaient se permettre ce genre de projet. Donc, avec des Africains, des ingénieurs africains, il y a des conceptions de machines moins chères. J'ai réussi à négocier avec je vais en Chine, grâce à l'armée chinoise, ils réalisent des prototypes. Parce que l'armée chinoise, en temps de paix, fait aussi... C'est une armée de développement. Voilà, c'est une armée de développement. Donc là, on est déjà dans les années 97. C'est-à-dire, en fait, vous allez en Chine, oui, et vous faites une coopération avec les Chinois qui vous fabriquent des machines moins chères. Voilà. Et vous venez les remonter où? En Italie? En Italie, on les assemble en Italie. Vous employez combien de personnes? On est arrivé à jusqu'à 14 personnes. 14 personnes. Oui. Et vous revendiez vos machines donc sur le continent? Voilà. Et ça marchait bien? Vous en avez vendu ici au Cameroun? Oui, il y a des pleines de machines un peu partout. D'accord. Alors, vous êtes associé à quelqu'un ou bien actionnaire? Non. Unique actionnaire? Unique actionnaire. Unique actionnaire. Donc ça marchait très bien. Oui. Pendant combien de temps vous l'avez fait? Ça continue encore? Non, puis après, après j'ai délocalisé complètement vers la Chine. Et vous allez monter votre usine en Chine? Oui, directement en Chine. Il y a beaucoup d'Africains qui montent des usines en Chine comme Non, c'était en 98. Et lorsque j'arrive en Chine, on me dit il me faut 200 000 $ de capital obligatoire. Sinon, je n'ouvre pas la société. Je vais voir l'ambassade du Cameroun. Je dis est-ce que vous pouvez m'expliquer quel genre d'accord vous avez fait avec les Chinois pour qu'ils exigent? Parce que je n'ai pas information qu'au Cameroun, les Chinois qui ouvrent les boutiques payent 200 000 $. Ouais. Ils me répondent que dans les accords avec la Chine, ils ont tenu compte des étudiants qui devaient aller en Chine, des hommes d'affaires qui devaient venir acheter en Chine, mais ils n'ont pas tenu compte des Camerounais qui pouvaient venir investir en Chine. Donc, je n'avais pas... Je ne pouvais rien faire, il fallait payer les 200 000 $. Et bon, ce que j'ai fait. Et là, j'ai diversifié dans plusieurs domaines. Donc, voilà. Donc, vous allez en Chine, oui. Vous installez votre usine finalement. Vous employez combien de personnes là-bas? On a 22 personnes. 22 personnes, des Chinois? Oui, des Chinois, bien sûr. Voilà, donc vous travaillez là-bas et vous n'avez plus d'usine en Italie, hein? En Italie, c'est bureau commercial. Bureau commercial. Ouais. Vous installez votre usine en Chine en quelle année? En 98. Est-ce que c'est facile d'installer une usine en Chine quand on est... Non, justement. Puisque vous installez l'usine en Chine, il y a tellement de tracasseries parce que les Chinois ne veulent pas les petits. Parce que même 200 000 $, c'était pour eux... si vous êtes une grande multinationale, oui, c'est bien, mais... par contre, ils étaient très ouverts du fait que j'étais un Africain. Et en même temps, comme j'avais créé en même temps un bureau d'études géostratégiques, parce qu'avec mes diplômes, donc je pouvais, comme ça m'intéressait l'enseignement et tout ça, donc en même temps, je travaillais dans un domaine purement de consulting. Et là, j'ai pu entrer en contact avec l'administration chinoise sur l'Afrique. Donc, pour le développement, comment la Chine devait venir en Afrique, comment elle ne devait pas se casser le nez, comment il fallait éviter les erreurs que les Européens avaient commises. Donc il y a tout un travail. Alors vous avez mis votre intelligence au service, n'est-ce pas de... Exactement, donc ce n'était plus seulement... Bon, il y a le docteur Edith, je vais vous donner son adresse plus tard, hein, qui est à Milan. Elle vient à peine de terminer son cursus en économie et commerce, elle aimerait vous rencontrer. Je donnerai votre contact mail au docteur Afogala. C'est Darel qui dit que votre histoire est pathétique. Vous êtes un enfant de Dieu. J'ai eu à voir un échantillon de l'une de vos machines qui sert au lavage des mains. Oui. Hein, il vous demande si on la commercialise au Cameroun. Et si oui, où peut-on la trouver? Pensez à écrire votre autobiographie, cela pourrait aider des jeunes. Vous concevez des machines pour laver les mains? Oui, mais ça, c'était pas pour le marché, c'était normalement d'essayer au marché américain.
Donc, parce que vous avez commencé à construire... Parce que quand j'arrive en Chine, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'univers, ce n'est plus l'Afrique. Bon, il est vrai, je continue avec l'Afrique, même aujourd'hui, bon, mais ça devient un peu relatif. Et je trouve que le marché américain est de loin plus intéressant. Et donc, de la Chine, il y a plus des conteneurs qui partent beaucoup plus facilement, jusqu'à la crise économique. Parce que là, le marché il est juteux, mais le jour où ça vous tombe sur la tête, ça vous tombe aussi... quand on a la crise économique, tous ces conteneurs restent sur le bras. Et ça vous est arrivé? Oui, mais bien sûr, je vous dis que la crise de 98, c'est commencé pour nous de 2008. Ça a commencé en 2007. Quand les clients ne retirent pas les conteneurs qu'ils ont commandés, parce que lorsque vous travaillez, surtout avec les Américains, vous donnez des facilitations de paiement. Lorsque tout d'un jour à l'autre, le client il a disparu, bon, parce que sa banque lui a scellé, pour nous ça a été catastrophique. Donc, en fait, j'ai fait 1 an avec les employés qu'on les tenait à ne rien faire. Donc on était obligé de leur dire, de les remercier. Et c'est comme ça que, en restant en stand-by, je dis, je mets à profit même mes connaissances. C'est là où je décide de dire que je vais dans l'enseignement. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'aller à Genève. Alors, ça se passe comment, votre conversion? Donc, vous avez votre usine en ce moment, si elle ne fonctionne pas? Oui, non. Tout elle est arrêtée? Puisque... Vous ne comptez pas la relancer? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez des installations là-bas? Absolument. Tout, oui, oui, absolument. Ok. Donc, vous avez arrêté en quelle année, là? 2008? Non, ça c'est 2008, au fort de la crise. Ouais. Vous viviez en Chine, hein? Oui, non, en Chine, oui. Donc, je veux dire, vous viviez là-bas? Oui, en Chine, en Italie, en France, en Suisse. Donc, d'accord. J'ai toujours vécu un peu sur ces 4 pays. Et vous décidez donc d'aller enseigner en Suisse. Ça se passe comment? Pourquoi j'ai choisi la Suisse? Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a écrit. Donc, je suis arrivé en Italie en 1985. Dès 1986, j'ai milité dans un mouvement qui s'appelle Mouvement fédéraliste européen. C'est un mouvement qui a été créé en 1943 par Altiero Spinelli sur l'île de Ventotene. Ventotene, c'est une île où ces gens étaient enfermés. C'est les intellectuels qui étaient enfermés par Mussolini pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont élaboré ce qu'ils ont appelé le manifeste de Ventotene, qui disait que quoi? Si l'Europe avait été unie, il n'y aurait pas d'espace pour les dictatures, comme celle de Hitler et de Mussolini. Donc c'était vraiment la base de l'Union européenne. C'est ce qui va justifier qu'à la fin de la guerre, on va signer le traité de Rome. Parce que Rome, c'est juste à côté de l'île de Ventotene. Donc je milite dans ce mouvement. En Italie, il y a 3 genres de partis. Il y a le Parti communiste, il y a le Parti de démocratie chrétienne, il y a le Parti de droite. Je milite dans les 3 partis. Comment ça? C'est pas possible. Vous Parce que moi, je veux comprendre. Oui. Je veux comprendre. Vous prenez une carte de chaque parti? Bien sûr. Vous avez la nationalité italienne? Non, je suis camerounais. Ouais, Mais je me dis, avec tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, si je dois rentrer en Afrique, il faut que j'ai vraiment une tête pleine. C'est ce que je me disais. Il faut que je sache les mouvements des Européens, qu'est-ce qu'ils ont. Donc il fallait que j'étudie tout ça. En effet, lorsqu'un parti découvrait que j'allais, il m'appelait le traître, parce que c'était comme si j'entendais ici pour aller dire de l'autre côté. Bon, donc c'était pour ma formation politique. C'est comme ça que le mouvement fédéraliste européen, c'est celui qui, c'est un peu un lobby politique pour faire pousser les choses dans l'Union européenne. Donc, la plupart des choses qui sont conçues au niveau européen viennent des fédéralistes européens. Je lis quelques mails. Oui. C'est M. Alassane qui est burkinabé, je crois qu'il doit être à Ouaga. Il dit qu'il est burkinabé, voilà, au Burkina. Il souhaite avoir votre mail. Bon parcours de combattant. Que Dieu vous récompense pour votre savoir et autres. Merci, merci, l'Africain. C'est Marie-Noël qui vit à Paris. Elle dit que votre histoire est émouvante, vous avez pris votre revanche, c'est dommage que votre maman n'ait pas pu vivre votre réussite. C'est votre grand regret. Hein? Absolument. Justin Kouo, votre histoire est tellement incroyable que j'en ai eu des larmes aux yeux. Dommage que de nos jours, les jeunes sont des partisans du moindre effort. Justin Yaoundé. Esther, c'est Esther Meunier qui demande si... Elle vous adresse ses félicitations pour votre courage, mais je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer le problème que vous avez eu avec Ambroise Mvoula. Vous avez eu un problème avec M. Mvoula? Qui est M. Mvoula? Je ne sais pas ce qu'elle dit. Je n'ai pas de problème. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas. Non, Ambroise Mvoula? Oui. Où?
Elle n'a pas précisé. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai lu tous les mails hein, qu'on m'envoie. Bon, alors, on est en train de poursuivre. Donc, vous décidez de vous former davantage. Oui. Donc, ça me permet aussi, parce que le mouvement fédéraliste, les fédéralistes européens, il faut tenir compte que tous les commissaires européens passent par ce mouvement, sont passés par ce mouvement. Donc, ça m'a permis d'entrer en contact avec le monde qui compte politiquement au niveau de l'Union européenne. Et, en fait, pour vous, c'est de l'opportunisme, en fait. Oui, mais je suis quelqu'un qui a souffert, donc j'ai dit, la souffrance, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Et il faut à un moment donné que j'arrive là où on arrive jusqu'à la fin. Donc je ne vais pas me contenter de... Voilà. Donc même l'actuel président italien, Napolitano, il était président de notre mouvement. Donc c'est quelqu'un que j'ai côtoyé avant même qu'il ne devienne président. Donc ça a permis d'entrer en contact. Je suis intervenu plusieurs fois au Parlement européen parce que ces fédéralistes constituent comme une sorte de lobby politique. Et ça m'a permis ma formation, même panafricaniste, pour comprendre où nos prédécesseurs s'étaient trompés. Donc lorsqu'on parle aujourd'hui des États-Unis d'Afrique, parce que je voulais comprendre comment ils avaient réussi la fédération européenne. Il fallait aller au-dedans de la fédération européenne. Mais comment vous vous retrouvez en Suisse? Je me retrouve en Suisse parce que dans ce cheminement, je me pose la question. Il y a tellement d'injustices dans le monde, à commencer l'humiliation du peuple africain. La meilleure chose pour moi, c'est d'aller là où il y a le commandement du monde. Genève, c'est là où il y a le commandement du monde. Donc vous avez les 3/4 des installations des Nations Unies, c'est à Genève. Vous avez l'OMC, l'OMS, tout c'est à Genève. Deuxièmement, je choisis d'aller enseigner dans une université privée. C'est une université où la scolarité c'est 20 000 €, 20 000 $, donc c'est les fils des dirigeants qui viennent là. Je dis, c'est la meilleure manière pour moi d'avoir ces fils des dirigeants et de leur enseigner un certain idéal. Mais comment est-ce que vous vous retrouvez? Parce que, je ne sais pas si on peut montrer des images, Eric Ngando, si on peut montrer quelques images du docteur Pougala que nous avons pu avoir, je crois que ça doit être... Non, je me retrouve parce que comme je suis... lorsque mon livre sort en Italie, mon livre autobiographique, il sort en Italie. Parce que vous avez écrit un livre sur votre vie. Voilà. Pourquoi ils sont en Italie? Parce que en Chine, lorsque j'ai des problèmes avec mes employés, j'envoie... Lorsque j'ai des problèmes avec mes employés, j'ai dit, au lieu de séjourner en Chine juste un certain temps, il faut que je reste plus. Et pour rester plus, ils exigent pour avoir le permis de séjour pour les employeurs, il faut faire un certain nombre d'examens. Alors ils me font les examens, ils disent qu'ils ont trouvé que j'ai l'hépatite B en phase terminale et que j'ai 3 mois pour vivre. Et c'est parce qu'ils me donnent 3 mois pour vivre que j'ai dit à mes enfants qui ont une vie aisée, il faut au moins qu'ils découvrent mon parcours. C'est comme ça que j'écris mon autobiographie. Ce n'était pas destiné au public. Et vous l'ont dit en quelle année là? Ça, on est en 2006. Mais dis donc, les 3 mois sont... Voilà. Et vous avez l'hépatite B, effectivement? Non, puisque j'avais le vaccin, j'étais vacciné. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont dit que vous avez Lorsque j'allais en Chine, les Italiens avaient dit, la Chine c'est un pays où il y a l'hépatite B, il vaut mieux que vous ayez le vaccin. Donc j'avais été vacciné des années avant. Et donc, mais pourquoi est-ce que les Chinois, je le découvre après. Parce qu'ils disent, si après 3 mois vous êtes encore en vie, on vous renouvelle votre permis de séjour. Parce que chaque fois vous faites, il y avait une dizaine d'examens à faire, et il faut payer. Quand vous êtes patron, vous devez payer très cher ces examens. Et comme le gouvernement chinois avait fait que les administrations locales devaient avoir l'autonomie de gestion, l'argent n'est arrivé plus de Pékin. Donc chaque administration devait trouver son argent. Donc c'est comme ça qu'ils s'inventent des maladies que vous n'avez pas. C'est très grave. C'est très très grave. Bon, ce que je dis, c'est très grave. Je rentre en Italie, je fais un contre-examen. J'apporte les résultats des Chinois à mon médecin. Il m'envoie au centre des maladies, ils appellent ça des maladies endémiques. Voilà. Je vais là-bas. Le médecin me demande, mais comment vous êtes arrivé ici? J'ai dit, comment je suis venu, j'ai conduit la voiture. Selon ce que les Chinois ont écrit, vous ne devez même pas être capable de conduire la voiture. Donc il me fait un nouveau test qui dit que je n'ai rien. Voilà.
Et c'est comme ça, si vous lisez le livre finit mal parce que je l'écris avec, mais à un moment donné, comme je suis en vie, je n'ai plus envie de continuer. Mais vous avez donc écrit ce livre en quelle année? J'ai écrit un livre en 2006. C'est fini oui, puisque c'était 3 mois. Donc, et comment est-ce qu'il s'est retrouvé inscrit dans les programmes en Italie? En 2007, comme je n'étais pas mort, j'ai des amis on a proposé le livre au premier éditeur d'Italie qui s'appelle Mondadori, c'est le groupe Berlusconi. Mondadori dit, ce livre, c'est un livre qui va survivre à son auteur. Donc, il dit, c'est un livre, ils appellent ça des immortels. Ils disent, non, nous on a une maison d'édition spécialisée sur les choses de classe. Ça s'appelle la Einaudi, qui renvoie Einaudi à Turin. Et la Einaudi publie dans une collection où il y a les Proust, les Voltaire et tout ça. C'est comme ça qu'on le met au programme scolaire. Et le fait, pourquoi on le met au programme scolaire? Parce que l'enseignement du livre, au fond, c'est que j'ai été libéré d'un esclavage. C'est-à-dire qu'on a des chaînes invisibles de l'esclavage. J'ai été libéré grâce à l'instruction. C'est l'école, parce que l'école m'a permis de comprendre que je portais des chaînes. Et l'école m'a permis de comprendre que je pouvais réécrire mon destin. Et en effet, quand je passe dans des écoles où les livres, les enfants, des gens qui n'avaient pas envie d'étudier, qui se sont remis, il y a un qui me dit qu'il voulait faire le pizzaiolo. Et depuis qu'il a lu, il dit, mais pourquoi je peux être président de la République? Pizzaiolo, ça veut dire en fait le serveur de pizza oui. Dans les pizzerias. Alors, est-ce qu'on peut avoir, Eric, est-ce qu'on peut avoir les images en question où vous êtes justement en train de... Je crois que ça doit être de la dédicace de votre livre. Oui, oui. Vous êtes aussi à Genève, hein? Oui. Là, par exemple, ça c'est où? Ça, c'est une école en Italie. Là, tous les élèves sont habillés tout pour moi. Et ils m'invitent. Ils payent parce que pour qu'on m'invite, il faut payer. Même si c'est mon livre. Et c'est eux qui payent sans demander de l'argent à leurs parents, parce qu'ils veulent me prouver qu'ils ont appris beaucoup de choses de mon livre, de mon histoire, qu'ils ont appris comment... À l'école, qu'ils ont appris. Oui, puisque j'ai fait tout ça sans l'aide des parents, dont... Alors, on continue, hein? Ouais. On continue les images. Et là, c'est... Là, c'est une conférence dans une université, ça c'est à Verona. À Vérone. Oui, alors, Vérone. On continue, Eric, hein? C'est la même conférence. Oui, hein? c'est la même conférence. Même conférence. Alors, on continue? Oui, là, c'est en Chine. Là, c'est avec un politicien chinois. Bon, puisque comme j'ai dit après, bon, mes consultations, ça, c'est allé aussi aux Chinois. Donc, ah oui, oui, parce que vous savez, vous faites des cours de stratégie pour la pénétration chinoise en Afrique. Exactement. Avant qu'ils ne découvrent que vous ayez l'hépatite B. Donc, on continue, hein, si c'est possible. Eric, d'autres photos. C'est pas... Bon, tout à l'heure. C'est Christian de Stockholm. Hein. Il dit qu'il est intéressé par votre histoire. C'est une preuve que Dieu ne dort pas. Pensez-vous un jour être candidat à la présidence du Cameroun? Personnellement, non. Parce que j'ai une vision plutôt panafricaniste. Moi, je crois que le fait de trop se concentrer sur un pays, ça nous fragilise. Il faut qu'on soit capable de penser africain. Donc, qu'on suit les États-Unis d'Afrique. Moi, si les États-Unis d'Afrique sont réalisés, là, je peux prétendre avoir un rôle. Mais tant qu'on reste... On m'a proposé d'être ministre dans plusieurs pays africains, puisque je suis conseiller dans plusieurs pays africains. Là, on m'a proposé de me donner des nationalités. Je ne vais pas faire de nom, mais on me l'a proposé. Mais je suis dans une autre logique, une logique panafricaniste. Donc, on va revenir à cette logique-là. Je veux simplement qu'on sache, vous expliquer comment est-ce que vous êtes retrouvé en Suisse. Parce ensuite, que vous enseignez... Comme mon livre est utilisé en Italie, c'est aussi utilisé dans la Suisse italienne. Parce que la Suisse parle 4 langues. Il y a le romancha, il y a le français, il y a l'allemand et il y a l'italien. Donc, je passe sur les médias suisses de langue italienne. Donc, je suis connu soit en Italie qu'en Suisse. Et c'est comme ça qu'on me propose. Il y a plusieurs universités qui me proposent au fait d'enseigner. Parce que vu mon parcours, vu tout ce au fond, qu'est-ce que tous ces endroits veulent? C'est qu'aux enfants, qu'il n'y reste pas seulement l'école, mais qu'il y ait une impulsion à être actif dans la vie.
Parce que vous, c'est la pratique. Hein, voilà, c'est la pratique. La pratique que quotidienne. celui qui a étudié ne soit pas là seulement pour remplir les demandes d'emploi après. Qu'il soit capable. Il faut qu'il y ait une dimension pratique comme vous puissiez lui apporter. Et ça ne peut passer que par une personne qui a vécu sur le terrain. Ce n'est pas de la théorie. C'est de la pratique. Voilà, c'est la pratique. Donc, mais comment est-ce que vous vous retrouvez donc à cette école? Parce que c'est l'université diplomatique. De la diplomatie. Puisque en même temps, comme je suis engagé dans la politique, parce que comme on a créé en 1990 le mouvement fédéraliste africain. Dans le mouvement fédéraliste africain, on demandait de dépasser l'OUA, parce qu'il y avait l'OUA, pour arriver aux États-Unis d'Afrique. Et on s'était organisé sous forme de lobby politique. Comment on devait faire? Donc ce n'était pas une association comme une autre. On devait réussir à jouer de pression, de groupe de pression, sur les ministres africains pour qu'ils accélèrent le processus vers les États-Unis d'Afrique. Et le premier président qui s'appelait Bamba Fall, il a réussi, parce qu'on avait créé en 90, dès 91, le Sénégal était le premier pays qui avait créé un ministère d'intégration africaine. Donc c'est sur la base du programme que nous avons fait, de chercher des contacts personnels avec les ministres en Afrique, pour qu'ils comprennent, parce que très souvent, en Afrique, les dirigeants ne comprennent pas les enjeux. Donc, ce n'est pas une critique que je fais, mais comme on est dans une certaine mouvance, on comprend beaucoup de choses, à travailler avec les Européens, à comprendre comment ils ont fait, et tout, comment ils se sont solidifiés. Vous regardez le cas de la Libye, ils sont tous unis, et c'est en Afrique contre les GIVES. Bon, donc c'était comment est-ce qu'ils se sont unifiés, comment ils ont fait, et chercher un peu, pas à transposer, mais chercher à corriger les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Donc comme j'étais déjà engagé politiquement dans ça, donc une fois que mon livre sont en Italie, il y a beaucoup de publicité, donc j'interviens déjà politiquement en Italie. Je suis sollicité dans des campagnes électorales en Italie comme un penseur politique, parce que mon livre, qui est un livre autobiographique, c'est un livre qui retraduit, c'est l'histoire d'un Africain, mais qui retraduit l'histoire de 500 ans de l'histoire d'un peuple. Ce n'est pas seulement ma vie, parce que j'ai cherché d'interpréter chaque événement qui m'est arrivé, non pas comme Jean-Paul Pougala, mais comme Africain. Comment je le resitue dans un contexte géopolitique? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que ce parent qui s'est comporté, est-ce que lui-même n'était pas victime d'un système dans lequel lui aussi était englué? Donc c'est un peu comme ça que le livre est conçu. Ce n'est pas un livre d'accusation. Il est traduit en français aussi? Non, parce que je n'ai pas eu... un éditeur francophone? J'ai eu des propositions d'éditeurs français, mais qui voulaient enlever certaines parties du livre. Or, moi, j'ai dit, c'est à prendre en totalité, parce que c'est un livre qui ne regarde en face personne. Donc, comme je vous parlais de ma famille, de la même manière, je décris partout où je suis passé. C'est un livre sur les 4 continents. Voilà, parce que justement, M. Emmanuel Ikam Yogo, qui est senior lecturer au département Public Law, Faculty of Legal and Political Sciences, à l'université de Douala, qui dit que l'histoire est intéressante. Votre livre est-il disponible au Cameroun? Peut-il être dans les programmes scolaires au Cameroun ou en Afrique? Ah, c'est en Afrique qu'on va décider. Bon, je sais qu'en Italie, les enseignants sont très contents parce que ça a fait augmenter, ils disent, leur taux de réussite scolaire, parce que les enfants sont plus motivés. En voyant le parcours d'une personne qui avait... quelqu'un qui était destiné à être... au plus, vendre des journaux, voilà. C'est difficile pour eux. Exactement. D'accord. Bon, alors, c'est donc tout cela qui vous permet d'accéder à l'université de la diplomatie. Voilà, cela qui me permet de dire, à un moment donné, je sais comment on martyrise le bas peuple. Parce que je viens du bas peuple. Est-ce qu'il y a une manière que je puisse contribuer? C'est comme ça que je décide d'aller à Genève. Parce que j'ai beaucoup de propositions. J'ai choisi d'aller à Genève pour dire, là-bas, je peux compter. En effet, non seulement j'enseigne à Genève, j'ai un autre boulot, que j'appelle boulot, mais c'est un autre engagement. Au début, c'était de convaincre les fils des chefs d'État, tous les Africains qui ont mis l'argent en Suisse,